Au Moyen-Âge, on ne dormait pas d'une traite. On se réveillait volontairement au milieu de la nuit pour prier ou vaquer à ses occupations. Et à l'époque, tout le monde trouvait ça normal. La nuit médiévale. Entre le stress, les bruits parasites et les lumières de nos villes modernes, on a souvent tendance à imaginer que le Moyen-Âge devait être l'exact opposé. Pas d'électricité, pas de circulation, pas de néon. On se dit que la nuit devait être calme, silencieuse, presque reposante. Une fois le soleil couché, plus d'activité, plus de travail, on se replie chez soi et on dort profondément jusqu'au matin. En réalité, cette image est largement trompeuse. Commençons par le cadre matériel. Au Moyen-Âge, il n'existe pas vraiment de chambre à coucher au sens moderne. Les maisons, qu'elles soient rurales ou urbaines, sont organisées autour d'un espace principal, celui où se trouve le feu. Cette pièce sert à tout à la fois, on y cuisine, on y mange, on y travaille, on y reçoit et bien souvent, on y dort aussi. Les autres pièces, quand elles existent, sont secondaires, parfois non chauffées et réservées au stockage ou à des usages ponctuels. Le mot chambre ne désigne d'ailleurs pas d'abord une pièce fixe, mais plutôt un ensemble de meubles que l'on installe selon les besoins. Les tables reposent sur des tréteaux que l'on démonte, les rangements sont faits de coffres que l'on déplace, et le lit lui-même peut être monté ou démonté. Les espaces sont donc polyvalents, modulables, loin de l'idée d'un intérieur figé et compartimenté. Cette organisation a une conséquence directe. Le sommeil est rarement une affaire strictement privée. Dormir dans une pièce partagée est courant. Il n'est pas rare d'ailleurs d'accueillir des proches, des parents, voire des voyageurs de passage, et de leur faire une place pour la nuit. Dans certains cas, plusieurs personnes dorment dans le même lit, non par tradition ou par confort, mais par contrainte matérielle. Les sources judiciaires et notariales montrent bien que cette promiscuité n'est pas idéalisée. Au contraire, elle est subie, et dès que les moyens le permettent, on cherche à la réduire. D'ailleurs, les discours religieux vont dans ce sens. L'Église recommande de séparer les générations et d'éviter le partage du lit, notamment pour des raisons de pudeur et de moralité. Mais entre la norme morale et la réalité quotidienne, il y a souvent un écart. La promiscuité reste la règle pour une grande partie de la population. Chez les élites, en revanche, la situation évolue progressivement. À partir du XIIe siècle, et plus encore à la fin du Moyen-Âge, la chambre devient un espace plus intime. Le couple marié dispose de sa propre pièce, parfois même de plusieurs. On voit apparaître des antichambres, des accès contrôlés et une séparation plus nette entre les espaces publics et privés. Le lit devient alors un élément central de la mise en scène sociale. Il est grand, richement garni, parfois entouré de rideaux. Et il symbolise à la fois le statut, la stabilité du couple et la continuité familiale. Mais quel que soit le milieu social, une constante demeure. La chambre est rarement chauffée. Le feu reste dans la pièce principale. La nuit, pour se protéger du froid, on compte surtout sur le lit lui-même, sur les couvertures, les fourrures, les tentures, et parfois un ciel de lit qui permet de limiter les courants d'air. Dormir, ce n'est pas seulement fermer les yeux, c'est aussi lutter contre le froid. À cela s'ajoute un autre facteur fondamental, la nuit médiévale est perçue comme dangereuse. En ville, les portes sont fermées au coucher du soleil, un couvre-feu est instauré. Le guet surveille les rues et la milice effectue des rondes. Sortir sans raison valable peut attirer des soupçons. Les registres judiciaires mentionnent fréquemment des crimes commis, je cite, à l'heure suspecte ou à l'heure propice aux méfaits, expression qui montre bien la méfiance associée à la nuit. Cette peur n'est pas seulement liée à la criminalité, elle est aussi culturelle et symbolique. La nuit est associée aux ténèbres, à l'inconnu et aux forces mauvaises. Dans les récits hagiographiques, le diable agit en effet souvent la nuit. Dans les chansons de gestes, même les chevaliers les plus aguerris hésitent à se déplacer après la tombée du jour. Sans éclairage public, sans lumière artificielle durable, la nuit transforme l'espace familier en un environnement hostile. Cela ne signifie pas pour autant que toute activité cesse. Certains métiers, comme la boulangerie ou la tannerie, continuent de fonctionner la nuit. Des tavernes bravent parfois les interdits. Des familles veillent, discutent, mangent ensemble jusqu'au chant du coq. Mais ces exceptions confirment la règle. La nuit est un temps surveillé
réglementé et souvent redouté. Dans ce contexte, le sommeil n'est pas nécessairement paisible, il est fragmenté, vulnérable et exposé aux peurs, au bruit, à la promiscuité et aux contraintes matérielles. Le lit médiéval. Parler du sommeil au Moyen-Âge oblige à s'arrêter sur un objet central, le lit. Et contrairement à ce que l'on imagine parfois, le lit médiéval n'est pas uniforme ni rudimentaire par nature. Il connaît au contraire une grande variété selon les périodes, les régions et surtout les niveaux de richesse. Le lit médiéval est avant tout une structure. On l'appelle souvent le chalit. Il s'agit d'un cadre de bois posé sur des pieds ou parfois directement au sol dans les périodes les plus anciennes, notamment sous les Carolingiens. Ce cadre est garni soit de planches, soit de cordes tendues, un système très proche du sommier moderne. Les sources iconographiques et archéologiques confirment que cette base est solide et durable, pensée pour durer des décennies. Sur ce chalit vient ensuite plusieurs couches. La première est la paillasse, remplie de paille, de foin ou parfois même de feuilles sèches. Elle constitue la base du couchage pour la majorité de la population. Au-dessus, on ajoute un matelas de toile ou de laine, plus ou moins épais selon les moyens. Le terme matelas lui-même vient de l'arabe matrar, qui désigne à l'origine une couche posée au sol, preuve que la notion de literie rembourrée évolue lentement en Occident. Pour les plus pauvres, l'ensemble peut s'arrêter là. Une paillasse, une couverture, parfois un simple drap. Les inventaires après décès montrent que beaucoup de foyers ne possèdent qu'un seul lit pour toute la famille, et parfois même aucun lit complet. Dans certaines prisons urbaines, comme au Châtelet à Paris, les détenus dorment sur des nattes ou à même le sol, ce qui rappelle que le lit est déjà un marqueur social très fort. Chez les artisans aisés, les marchands ou bien les notables urbains, le lit devient plus complexe. On ajoute des draps de lin, des couvertures de laine, des traversins, des oreillers. La qualité des matériaux compte énormément. La laine, le lin et le chanvre sont courants. Les plumes et le duvet, en revanche, sont très chers et réservés aux plus riches. Les sources comptables montrent que les matelas garnis de plumes figurent parmi les biens les plus coûteux d'un foyer. Au sommet de la hiérarchie sociale, le lit devient un véritable meuble de prestige. Il est large, haut, parfois accessible par une marche. Comme on l'a vu, il est entouré souvent d'un ciel de lit, c'est-à-dire une structure de bois ou de métal d'où pendent des rideaux épais. Ces tentures ont une fonction très concrète, conserver la chaleur et protéger des courants d'air. Mais elles ont aussi une fonction symbolique. Elles isolent le dormeur, marquent son statut et transforment le lit en espace presque cérémoniel. Les matériaux utilisés parlent d'eux-mêmes, soierie, velours, broderie ou bien fourrure. Justement, la fourrure est omniprésente dans les lits aristocratiques. Elle sert à doubler les couvertures et parfois même les rideaux. Les inventaires royaux mentionnent des lits recouverts de verre, d'hermine ou de zibeline. Charles V, par exemple, possède des couvertures d'une taille exceptionnelle, parfois plusieurs dizaines de mètres carrés, pliées et repliées pour recouvrir le lit et ses occupants. Mais ce confort apparent ne doit pas faire oublier une réalité essentielle. Même dans les foyers riches, les chambres sont rarement chauffées. Le feu reste en effet dans la pièce principale. La nuit, la chaleur vient donc presque exclusivement du lit lui-même et des corps qui s'y trouvent. C'est aussi pour cette raison que l'on dort souvent nu ou presque, mais avec un bonnet de nuit. La tête reste à l'air libre, elle est particulièrement exposée au froid. Les textes mentionnent fréquemment ces bonnets, parfois fournis en plusieurs exemplaires dans les auberges. Les auberges, justement, offrent un bon aperçu du couchage standardisé. Les règlements urbains et les récits de voyageurs décrivent des lits garnis d'un chalit, de couvertures, d'un chandelier et donc de bonnets de nuit. Le confort est variable, mais l'objectif est clair, permettre aux voyageurs de dormir sans tomber malade, car un client malade est un client perdu. Chez les religieux, le lit obéit à d'autres règles. Les moines et moniales dorment sur des lits simples, souvent sans couleur vive, sans ornement. La literie doit refléter l'humilité et le renoncement au plaisir matériel. Dans les premiers temps, chaque moine dispose de sa cellule, mais avec le développement des communautés, le sommeil devient collectif. On dort dans des dortoirs, sous surveillance, parfois avec une lumière laissée allumée toute la nuit. Là encore, le lit n'est pas seulement un objet de repos, il est un outil de discipline spirituelle. Dormir et se réveiller.
Dormir au Moyen Âge ne signifie pas forcément dormir d'une traite. Contrairement à une idée répandue, le sommeil médiéval est souvent fragmenté. Dans les sociétés pré-industrielles, on se couche tôt, peu après la tombée de la nuit. L'éclairage artificiel est faible, coûteux et limité. Résultat, beaucoup de gens s'endorment rapidement, mais se réveillent aussi naturellement au milieu de la nuit. Les sources médicales, religieuses et juridiques évoquent ce que les historiens appellent aujourd'hui un sommeil biphasique. On dort une première fois, puis on se réveille après quelques heures. Ce moment d'éveil nocturne n'est pas perçu comme anormal. On peut ainsi prier, discuter, se lever pour s'occuper d'un enfant, manger un peu, ou bien même accomplir de petites tâches. Puis on se rendort pour un second sommeil jusqu'à l'aube ou au chant du coq. Ce rythme apparaît dans de nombreux textes. Les traités médicaux médiévaux, hérités des savoirs antiques, recommandent un sommeil suffisant mais modéré. Trop dormir est vu comme nuisible, associé à la paresse et à l'engourdissement du corps. Pas assez dormir, en revanche, affaiblit l'esprit et rend le corps vulnérable aux maladies. Le bon sommeil est un équilibre. Mais dormir n'est pas seulement une question de durée, c'est aussi une question de qualité. Et là, la nuit médiévale pose problème. L'obscurité est presque totale, les bruits sont imprévisibles, les maisons sont pleines de vie, même la nuit. Animaux, enfants, voisins, vent, pluie, bois qui craque, tout peut réveiller un dormeur. La promiscuité déjà évoquée accentue encore cette fragilité du sommeil. À cela s'ajoute une dimension essentielle, la peur. La nuit est en effet un temps redouté. Dans l'imaginaire médiéval, elle est associée aux forces du mal, aux démons et aux esprits errants. Les récits de saints, les sermons et les chroniques décrivent la nuit comme le moment privilégié des tentations et des attaques diaboliques. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses prières sont spécifiquement récitées avant de dormir, et ce pour se protéger pendant la nuit. Cette peur se retrouve jusque dans le sommeil lui-même. Les cauchemars sont pris au sérieux. On distingue le vrai rêve du faux rêve. Les rêves du début de nuit sont souvent considérés comme liés à la digestion, aux humeurs du corps, et donc sans valeur. En revanche, les rêves survenant après minuit peuvent être porteurs de sens. Ils peuvent venir de Dieu, mais aussi du diable. Cette ambiguïté explique pourquoi l'interprétation des rêves, l'oniromancie, existe bel et bien au Moyen-Âge, même si elle est parfois regardée avec méfiance. Des théologiens, comme Thomas d'Aquin, s'y intéressent. Il explique que les rêves peuvent avoir plusieurs origines, corporelles, psychologiques, astrales ou spirituelles. Un rêve peut aider le médecin à comprendre l'état du corps. Il peut aussi être une épreuve ou un avertissement. Mais dans la majorité des cas, on recommande la prudence. Beaucoup de rêves sont ignorés, jugés trompeurs ou sans importance. Les troubles du sommeil sont connus et décrits. L'insomnie est en effet associée à la tristesse, à la mélancolie et parfois à la dépression. Certains textes signalent que des suicides ont lieu lors de ces veilles nocturnes prolongées au cœur de la nuit, quand l'esprit est le plus fragile. À l'inverse, l'hypersomnie touche ceux qui ont subi des chocs émotionnels. Ils dorment trop, mais mal. Enfin, le somnambulisme est bien identifié. Un individu qui commet un acte violent en dormant n'est pas tenu pour responsable pénalement, car il agit sans conscience. Face à ces difficultés, on cherche des solutions. Les médecins médiévaux recommandent une bonne hygiène du sommeil. Il faut dormir dans un lit propre, débarrassé des puces et des insectes. On utilise des plantes comme la fougère pour éloigner les nuisibles. La position compte aussi. Dormir sur le ventre est déconseillé. Il faut éviter de trop bouger pendant la nuit. Et surtout, le calme est essentiel. Quand cela ne convient pas, on se tourne vers les remèdes. Les plantes jouent un rôle central. La valériane, la pivoine, la jusquiame, la mandragore sont en effet connues pour leurs effets sédatifs. Mais le produit le plus répandu reste le pavot. En incisant la capsule, on obtient le suc qui permet de fabriquer l'opium. Ce lait de pavot est utilisé pour calmer la douleur, favoriser le sommeil et apaiser l'esprit. Il est présent dans les milieux médicaux, monastiques et aristocratiques. L'opium est connu pour être puissant. Les médecins savent qu'il faut le doser avec prudence. Trop faible, il est inefficace. Trop fort, il devient dangereux. Malgré cela, il est largement utilisé. Preuve que le sommeil est une préoccupation majeure. Dormir, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour tenir face aux journées de travail, aux maladies, aux peurs et à l'incertitude permanente.
Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.